Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Comme vous le voyez, le décor n'est pas celui que j'ai l'habitude d'utiliser puisque je ne suis pas chez moi, mais en vacances dans ma famille. J'espère malgré tout que niveau cadrage et luminosité, ça sera pas trop mal. Aujourd'hui, une vidéo update lecture parce que je suis très en retard et j'ai encore beaucoup de lectures passées à vous présenter. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du deuxième tome des récits du demi-loup qui s'appelle Les Terres de l'Est, d'un éclat de givre, du premier tome de Palimpseste qui s'appelle Impressionnisme, de 1000 femmes blanches qui est un premier tome a priori, et enfin en petit bonus je vous parlerai d'un essai qui s'appelle Utile, utilisable, désirable, redessiner les bibliothèques pour leurs utilisateurs. Il y a quelques semaines j'ai donc lu et grandement apprécié le deuxième tome des récits du demi-loup, toujours écrit par Chloé Chevalier et toujours publié aux éditions des Moutons électriques. Ce deuxième tome s'appelle Les Terres de l'Est et il est très bien nommé puisque cette fois nous n'allons pas rester dans le royaume de Véridienne, mais nous allons surtout nous balader dans les Terres de l'Est. Comme il s'agit d'un deuxième tome, je vais forcément spoiler sur le premier. Si vous ne l'avez pas lu, si vous comptez le faire, je vous invite à passer directement au livre suivant. Dans le premier tome, qui s'appelait donc Véridienne, nous suivions et nous découvrions surtout les personnages principaux, à savoir les deux princesses, leurs trois suivantes et le prince. Après les chamailleries et les amourettes du premier tome, les choses sérieuses commencent vraiment dans ce deuxième opus, les personnages ont grandi et leur vie d'adulte est très différente de leur adolescence protégée dans le château de Véridienne. Dans ce deuxième tome, les personnages sont séparés. Sont restés à Véridienne la princesse Malvane et sa suivante Nersès. Malvane, elle, rêve de pouvoir et de conquête et veut refondre complètement les habitudes, les coutumes du royaume, ce qui est très mal vu, vous vous en doutez, non seulement par son entourage mais également par la population. Nersès, sa suivante, essaye de temporiser un petit peu tout ça, mais évidemment rien n'est facile. Au sud, dans le royaume des Éponas, la princesse Calvina est devenue reine, mais une reine qui a complètement lâché prise et qui passe son temps à s'occuper des tentures et des tapisseries. Heureusement, sa suivante Luftilde est là pour recoller les pots cassés et essaye également tant bien que mal d'arranger les histoires du domaine. Enfin, et c'est le dernier duo de personnages que nous allons suivre, il s'agit de Catel et d'Aldemort, les deux amoureux qui ont été bannis de Véridienne. Catel donne naissance à une petite fille qui malheureusement tombera malade et à cause de la grande pauvreté de ses parents n'arrivera pas à survivre. Catel et Aldemort sont terrassés et surtout ont un énorme envie de vengeance. Ils veulent se venger de toutes ces personnes à Véridienne qui les ont bannis et qui les ont amenés là où ils en sont actuellement. Ils vont donc se liguer et fomenter un complot et vont se séparer, partir chacun d'un côté pour mener à bien leur mission. En choisissant cette voie, Chloé Chevalier gagne l'occasion de nous parler plus en détail du passé d'Aldemort, passé qui était tout juste esquissé dans le premier tome et qui laissait pas mal de zones d'ombre. Là, grâce à l'intrigue de ce deuxième tome, on va en apprendre beaucoup plus sur ce personnage et j'ai adoré en savoir plus sur son histoire, sur son passé et justement sur tout ce qu'il a vécu pendant la dizaine d'années où il était prisonnier, où il était otage dans les royaumes de l'Est. Comme vous pouvez le constater, les récits du demi-loup et notamment ce deuxième tome, c'est l'assemblage de plusieurs points de vue de personnages différents à travers des lettres, à travers des passages de journaux intimes. Ce qui fait qu'on a un récit qui est très riche, qui est très dense, qu'on sait un petit peu tout sur tout, que le lecteur devient donc omniscient et ça c'est vachement sympa. Le problème que certains lecteurs ont pu relever mais qui moi ne m'a pas trop gêné, c'est que qui dit plusieurs voies narratives dit normalement plusieurs façons de s'exprimer différentes et c'est vrai que peut-être tous les personnages s'expriment un petit peu de la même façon et qu'on n'arrive pas forcément à les différencier si on se base uniquement sur la forme du récit. Personnellement ça ne m'a pas gêné, j'ai réussi très facilement à me repérer et à chaque fois à savoir qui racontait, qui nous narrait son histoire. D'autant plus que Chloé Chevalier est maline, à chaque fois qu'un nouveau personnage prend la parole, on a un petit blason au début du paragraphe et chaque blason correspond à un personnage différent. J'aime vraiment énormément le côté très humain que Chloé Chevalier met dans ses histoires, met dans ses deux premiers tomes. Les personnages sont hyper touchants et là j'ai vraiment adoré l'histoire de Catel, Aldemort et surtout Aldemort. Malvane et Calvina restent un petit peu en retrait, de toute façon elles ne prennent jamais la parole, on sait ce qui se passe dans leurs deux domaines respectifs grâce aux lettres que s'envoient mutuellement leurs suivantes, à savoir Nersès et Luftilde. Mais je suis sûre qu'on les retrouvera dans le troisième tome qui s'annonce un peu
peu plus épique. Je suis presque déçue que cette histoire ne se déroule qu'en 3 tomes, c'est une trilogie, et j'ai peur qu'un 3e et dernier tome ne soit pas suffisant pour nous raconter tout ce que l'auteur aurait à nous dire et pour clôturer un petit peu toutes les énigmes qui ont pu être lancées dans ces 2 premiers tomes. Et puis en plus, c'est un monde qui est tellement riche, qui est tellement bien construit, qu'on aurait envie que ça dure sur beaucoup plus de volumes. 3, c'est trop court. Je suis ensuite restée aux moutons électriques puisque j'ai lu Un éclat de givre de Estelle Faye. C'est un tome unique et c'est bien de le signaler puisque généralement dans la littérature de l'imaginaire, on part sur des séries. Ça a des aspects positifs comme vous pouvez le voir avec les récits du Demi-Loup. Les mondes sont bien construits, bien riches, donc on a envie que ça dure sur plein de tomes, il y a énormément de choses à raconter. Mais en même temps, qui dit série en plusieurs tomes, dit de l'attente entre la publication des tomes, et en plus dit plus d'argent à dépenser. Un éclat de givre, c'est une histoire qui se déroule dans un Paris futuriste en 2200 et quelques, un siècle après une apocalypse. La planète a été détruite, rasée, il n'y a plus que des déserts, sauf quelques grandes villes qui ont survécu, dont Paris. Mais c'est un Paris transformé, métamorphosé qu'Estelle Faye nous propose ici. Je vous le dis tout de suite, moi ce que j'ai préféré dans cette lecture, c'est l'univers, c'est Paris. Paris qui devient un personnage à part entière, tant il est bien décrit, tant il est palpable, présent. Je déteste la ville de Paris, vraiment, et j'en ai encore eu la preuve la semaine dernière en y allant une journée, c'était largement suffisant. Mais là, le Paris d'Estelle Faye, ça m'a donné envie de me balader et de vivre les aventures auprès du héros qui s'appelle Chet. Estelle Faye nous balade de quartier en quartier et reprend les points stratégiques de la ville de Paris, comme la butte Montmartre, les catacombes, etc. C'est hyper visuel, comme d'habitude avec Estelle Faye, j'adore son écriture. J'avais déjà eu un coup de cœur pour sa trilogie jeunesse, La Voix des Oracles, dont je vous ai parlé l'année dernière. Ça avait vraiment été un super coup de cœur, une des plus belles lectures de mon année 2015-2016. Vraiment, Estelle Faye, c'est une auteure à suivre. J'avais très envie de la découvrir dans un roman plus adulte, donc avec Un éclat de givre, et je n'ai pas été déçue. Là encore, c'est visuel, c'est super bien écrit, et effectivement, c'est un peu plus mature. Notamment grâce au personnage principal, Chet. C'est un personnage que j'ai trouvé original, intéressant, émouvant et surtout qui change de ce qu'on peut voir habituellement dans la littérature en général, dans la littérature de l'imaginaire en particulier. Pourquoi? Parce que Chet a 23 ans et surtout il se travestit chaque soir pour reprendre des standards féminins du jazz. Chet c'est un personnage libre, libéré, qui vit dans une société dans laquelle tout le monde se fiche de sa sexualité et ça fait plaisir, et donc Chet vit sa sexualité, vit sa vie sans barrière, sans limite, au jour le jour, comme il le souhaite. Il multiplie les conquêtes, masculines, féminines, il multiplie les petits boulots un petit peu louches, et il essaye tant bien que mal de survivre dans ce Paris caniculaire, où l'on sent très bien la moiteur, la sueur, et la saleté, parce qu'il faut bien le dire, quand on nous décrit l'appartement, le minuscule appartement dans lequel vit Chet, ça fait pas forcément envie. Côté intrigue, et c'est peut-être là la faiblesse de cette histoire, ça reste assez classique. On suit donc le personnage principal auquel on va donner une mission bien particulière, et puis au fil des pages, le personnage et les lecteurs vont se rendre compte que derrière cette petite mission ponctuelle se cache un truc beaucoup plus énorme et que le personnage principal va devoir régler ça pour sauver la ville. En gros. Il n'y a pas de temps mort, c'est rythmé, comme je vous le disais, c'est très bien écrit, mais au final, l'intrigue, un mois après avoir lu le bouquin, je m'en souviens quasiment pas, ça m'a pas vraiment marqué. Un éclat de givre, c'est un livre qu'on lit et qu'on retient plutôt pour son contexte, pour son atmosphère et pour son personnage principal. L'intrigue reste en retrait, alors c'est un petit peu dommage parce que forcément quand on lit un livre, on aime bien que le contexte soit génial, que les personnages soient géniaux ou attachants et qu'en plus il y a une intrigue qui tienne la route et dont on se souviendra des mois, des années durant. Très sincèrement, les livres qui arrivent à allier les 3 points sont très rares, je ne les trouve quasiment jamais, et personnellement, mais ça c'est un goût vraiment qui m'est propre, je préfère un contexte et des personnages forts et une intrigue un peu moins bonne
que par exemple une intrigue qui sera bien menée mais qui fera plus scénario de film avec des personnages qui seront moins complexes, moins riches et un contexte qui sera complètement oublié. Mais ça m'est vraiment très personnel et je peux comprendre que certains misent tous sur l'intrigue, sur un bon scénario. Ce n'est pas mon cas et tant mieux puisque comme ça j'ai vraiment beaucoup apprécié un éclat de givre que je vous conseille. Je suis restée à Paris mais cette fois dans le passé, à la toute fin du 19e siècle, en 1894 exactement, puisque je me suis plongée dans le premier tome de Palimpseste, premier tome qui s'appelle Impressionnisme. C'est écrit par Emmanuel Nunc et c'est publié aux éditions du Chat Noir. Dans cette histoire, on va parler de fouilles archéologiques, d'histoire de l'art et d'histoire avec un grand H. Des éléments qui, si vous me connaissez un petit peu, avaient absolument tout pour me plaire. Malheureusement, si j'ai passé un bon moment, un moment distrayant avec Palimpseste, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des faiblesses et que l'ensemble était un petit peu naïf. Je m'explique. À la fin du 19e siècle donc, un archéologue français fait des fouilles archéologiques sur le site de Delphes, en Grèce, et découvre la statue de la Pythie, qu'il décide de rapatrier à Paris et d'installer au Louvre pour une exposition. Super découverte, tout le monde est content, les conservateurs du musée sont aux anges, sauf que la Pythie, une fois installée, va déclencher une accumulation d'événements étranges qui vont être difficiles à gérer. En fait, le pouvoir de la Pythie, au début cantonné autour d'elle, à quelques mètres d'elle, va irradier sur tout le musée du Louvre et ensuite sur toute la ville de Paris et va entraîner des visions du passé plus ou moins brèves. Au début, quand c'est cantonné au musée, ça va, les conservateurs arrivent à gérer, mais quand le pouvoir irradie sur toute la ville de Paris, ça commence à être un petit peu la panique. Le fil rouge de ce premier tome est assez simple. Découvrir d'où viennent ces événements étranges, évidemment de la Pythie, découvrir de quoi il s'agit exactement, et enfin réussir à trouver comment arrêter ce processus. Je trouve que c'est un petit peu trop simple, que ça manque un petit peu de rebondissement. Alors vous allez me dire, peut-être que l'intérêt de l'intrigue générale n'est pas là, mais qu'il est plutôt dans la romance qui va se lier entre les deux personnages principaux dont je ne vous ai pas encore parlé. Parce que oui, dès le début de cette histoire, le lecteur va faire la connaissance de Samuel, qui est un gardien du musée, un petit rouquin timide, et en parallèle de Clara, qui est une jeune artiste peintre qui vient chaque jour observer les œuvres et les dessiner au musée. Samuel l'épie quotidiennement, il n'ose pas l'aborder. Finalement, il va y avoir rencontre et il va y avoir romance. Là encore, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop simple et surtout un peu trop rapide. Comme vous le savez, je ne suis pas une grande amatrice de romance parce que je n'y crois jamais. Et là, ça n'a pas manqué, je n'y ai pas cru. Et pourtant, les personnages pris individuellement me semblaient plutôt intéressants, plutôt complexes. Samuel, donc, qui est un gardien de musée, juif et roux, et qui, à cause de ces deux caractéristiques, a un peu de mal à trouver sa place et à s'affirmer. C'est un personnage qui est timide, réservé, mais grâce auquel, finalement, toute l'histoire va se résoudre. Parce que Samuel est avant tout quelqu'un de calme et réfléchi, qui, même s'il peine à faire entendre sa voix, a de la suite dans les idées. Clara, elle, c'est un petit peu tout le contraire. C'est la jeune fille extravertie, au franc-parler, c'est une jeune artiste peintre qui vit scandaleusement avec une autre jeune femme avec laquelle elle vit une relation amoureuse. Je vous rappelle qu'on est quand même à la toute fin du 19e siècle, donc c'était pas forcément dans les mœurs. Elle s'intéresse au courant impressionniste et elle est un peu avant-gardiste, du genre à jeter le corset et à porter des pantalons. Donc oui, c'est une héroïne qui m'a beaucoup plu. Mais malheureusement, et c'est un peu aussi ce que je peux reprocher à Samuel, même si ce sont des personnages qui sont assez riches, assez complexes, au final, ils sont exactement là où on les attend, donc ça manque un petit peu de piquant, un petit peu de surprise. Et leur relation amoureuse est à leur image. Il se passe exactement ce qu'on imaginait qu'il allait se passer. Clairement, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est l'aspect historique, archéologique, histoire de l'art, mystère, et c'est un petit peu en retrait. Par contre, là où l'auteur tire son épingle du jeu, c'est dans les descriptions et dans son sens du détail, notamment lorsque l'on découvre les différentes visions du passé. Je trouve qu'on s'y croit, on se croit vraiment dans le Louvre, on se balade, on rencontre des personnages historiques, Molière, Louis XIV, Marie-Antoinette, il me semble. Voilà, c'est bien fait, on se croit vraiment auprès des personnages, on a vraiment les scènes qui arrivent sous nos yeux, donc pour le coup, niveau description, c'est bien mené. C'est
assez, ni trop peu, ni pas assez, juste qu'il faut de détails sans être complètement barbant. C'est fluide et agréable à lire. Palimpseste, apparemment ce sera une trilogie, je ne sais pas du tout de quel côté va partir l'auteur pour son deuxième et encore moins pour son troisième tome. J'espère que le fil rouge, l'intrigue, sera un petit peu plus fouillé, un peu plus complexe, avec peut-être plus de rebondissements. Je ne sais pas de quoi sera faite la suite, mais je serai au rendez-vous. Changement d'ambiance avec ma lecture suivante, puisque j'ai lu 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Pocket. On est toujours au 19e siècle, mais cette fois on est aux États-Unis et on va surtout parler des natifs américains, c'est-à-dire des Indiens. Tout commence à Washington en 1874 lorsque le chef d'une tribu indienne qui s'appelle Little Wolf vient parler au président des États-Unis et lui propose un marché. 1000 chevaux contre 1000 femmes blanches. Vous vous doutez bien que cette proposition est au départ jugée très scandaleuse. Little Wolf et ses guerriers repartent lynchés par la foule, mais l'idée fait son bonhomme de chemin et finalement, le président et ses conseillers acceptent la proposition, acceptent d'envoyer 1000 femmes blanches aux Indiens. Difficile de trouver 1000 femmes volontaires, alors on va aller les chercher en prison et dans les asiles. C'est notamment là que va être sélectionnée notre narratrice qui s'appelle May Dodd. C'est une jeune femme qui a 20 ou 21 ans, je crois, elle est vraiment pas vieille, et qui a été envoyée à l'asile puisqu'elle avait osé désobéir à ses riches parents, puisqu'elle avait osé aller vivre avec l'homme qu'elle aimait hors du mariage et avec lequel elle a eu 2 enfants. Sous prétexte d'hystérie sexuelle, elle a été envoyée à l'asile, les joies du 19e siècle pour les femmes. Asile dans lequel elle va rester de longs mois, abrutie par les médicaments et par l'ennui. Et quand la proposition arrive d'épouser un Indien, elle saute sur l'occasion juste pour s'enfuir. Les 500 pages de ce livre, ça va être en gros, on va dire à 95%, les mémoires, le journal intime de cette personne, de cette May Dodd. On va suivre son voyage accompagné d'une dizaine d'autres femmes jusqu'aux plaines sauvages aux États-Unis, sa rencontre avec la tribu d'Indiens auxquelles elles ont toutes les femmes été promises, ses premiers pas dans cette nouvelle vie avec son nouvel époux, sa nouvelle famille, sa nouvelle tribu, cette nouvelle culture. Et finalement toute sa réflexion autour des us et coutumes des Indiens mis en parallèle avec les us et coutumes des Américains, des Blancs, des chrétiens. Je ne vous raconte pas la suite et fin de l'histoire, sachez que c'est tragique et très fort en émotion. J'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur que cette lecture. De toute façon, dès la première page et dès la proposition des Indiens auprès du président Washington, dès le lynchage de la tribu par les Américains, j'étais déjà hors de moi et je savais que cette lecture allait être très forte en émotion. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que oui, même si l'auteur parle du génocide indien, parle du mal que les Américains ont fait aux peuplades indiennes, c'est pas tout noir, tout blanc. Les Indiens sont pas forcément que des gentils et les Américains pas forcément que des méchants. Bien sûr, le plus gros des erreurs et les plus méchants, c'est quand même les Américains. Là, je pense qu'on peut pas dire le contraire, mais les Indiens étaient pas tout blancs et même si May Dodd accepte pas mal de leurs coutumes en reconnaissant que finalement derrière leurs airs de sauvages non civilisés, eh ben, il était peut-être finalement plus que les Américains dits civilisés, elle reconnaît aussi très objectivement que certaines façons de faire des Indiens les ont peut-être menés à leur perte. Il y a des scènes dures de viol, d'assassinat, c'est très sauvage, on est au milieu des plaines désertes des États-Unis, les coutumes sont différentes, la façon de vivre est différente, c'est dur, c'est une façon de vivre qui est proche de la nature, qui est proche de l'animal. J'ai adoré cette lecture et j'espère que je pourrai très bientôt lire la suite, ou en tout cas ce qui est qualifié comme la suite, qui est sortie il y a quelques semaines à peine, qui s'appelle La Vengeance des Mers, si je ne dis pas de bêtises, et qui revient sur 2 personnages que l'on a pu rencontrer dans ce premier tome, 2 jeunes femmes irlandaises, 2 jumelles, qui font partie du voyage et qui sont 2 des épouses promises aux Indiens. Je suis également très curieuse de lire d'autres livres sur le sujet, sur le génocide des Indiens d'Amérique, donc si vous avez des références à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire, j'irai fouiller avec plaisir. Petit livre bonus qui n'intéressera peut-être pas grand monde, mais comme je l'ai lu et que j'ai apprécié, j'ai quand même envie de vous en parler très rapidement. Il s'agit d'un essai sur les bibliothèques qui s'appelle Utile, utilisable, désirable, redessiner les bibliothèques pour leurs utilisateurs. C'est proposé par Amanda Etches.
et Aaron Schmidt, et ça a été traduit en français par les presses de l'ENSIB, et surtout c'est disponible gratuitement en ligne en PDF, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un essai qui parle d'utilisabilité et notamment en bibliothèque. Utilisabilité, c'est quoi ce mot barbare, difficile à dire et encore plus difficile à écrire? C'est justement le concept qui dit qu'un service, un lieu doit être utile, utilisable et désirable. Et quand on se penche un petit peu sur la question, on se rend compte que niveau service public, et notamment en bibliothèque, c'est peut-être pas si évident que ça. Donc c'est un essai qui donne pas mal de pistes, qui met en place des petits exercices pour améliorer les bibliothèques, pour qu'elles deviennent plus utiles, plus utilisables et plus désirables pour les utilisateurs, puisque dans cet essai, on se met surtout à la place de l'utilisateur, de l'usager, du lecteur en bibliothèque. Je trouvais que c'était intéressant et surtout fluide. C'est généralement ce que je reproche aux essais, et notamment aux essais qui ont trait aux bibliothèques, c'est que c'est rapidement imbuvable et donne un tas d'informations dont 80% sont pas passionnantes. Donc là pour le coup j'ai trouvé que c'était du concret et que c'était fluide. On peut piocher quelques informations par-ci par-là ou lire le livre de A à Z, ce que j'ai fait, et franchement ça se lit très vite, très bien et c'est très intéressant. On retire pas mal de choses et surtout on se pose des questions sur des choses qu'on pensait évidentes mais qui ne le sont finalement pas autant que ça. Bref, si vous bossez en bibliothèque ou si vous passez des concours dans ce but-là, c'est un livre, je pense, que vous pouvez lire, qui peut entrer dans une bibliographie de préparation concours. C'est toujours ça de prix et je pense que l'utilisabilité, c'est un des termes un peu à la mode en bibliothèque en ce moment. Donc c'est un sujet qui peut tomber en concours. J'arrête là pour cette vidéo update lecture qui ne sera pas trop longue j'espère. Sachez qu'il y a encore 3 autres livres lus que je ne vous ai pas encore présentés, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo update lecture. J'espère que petit à petit je vais réussir à rattraper mon retard et enfin être à jour dans ces vidéos update lecture. D'ici là je reviens très vite pour vous faire mon book haul du mois de décembre, pour vous présenter mon top 5, 10, je ne sais pas encore, j'ai pas regardé, des romans et des livres graphiques qui ont fait mon année 2016, et aussi et surtout pour le bookshelf tour dans mon nouveau chez moi. Oui, j'en parle depuis des mois, promis ce sera fait dans le courant du mois de janvier. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année, une belle future année 2017, beaucoup de très belles lectures. Je vous dis encore une fois merci pour tout et à très bientôt.